Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode d'Androtech, le fruit du partenariat entre tech.tv et frandroid.com avec le soutien de Sony. Je vous invite à partager cette émission avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Et pendant cette émission, nous allons parler de Yota qui présente son deuxième téléphone, le YotaPhone 2. Nous allons tester le Nexus 6 de Google et nous allons débattre autour du financement participatif dans les nouvelles technologies avec le fondateur de KissKissBankBank, également le fondateur de Prism, un projet qui vient tout juste de s'achever sur Kickstarter. Et pour parler de tout ça, nous avons Gaël sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Super, ouais. Pod, qui a changé de côté tout d'un coup, comme ça. Ouais, avec la sortie du trailer Star Wars, je me suis dit que j'allais basculer de l'autre côté, du côté obscur. T'es devenu méchant ? Ouais, avec Gaël, on est les méchants. Ouais. Vincent, du coup, du bon côté de la force. Ouais, voilà. Avec Olivier Roberdet, donc notre invité. Bonsoir. Qui est le fondateur de Prism. Ça va bien ? Très très bien. Merci d'être ici avec nous sur ce Merci plateau. de m'accueillir. On commence tout de suite ce 33e épisode d'Androtech. Dans l'actu de cette semaine, la présentation d'un nouveau smartphone de Yota, la marque russe, la seule d'ailleurs qu'on connaisse dans le domaine des smartphones, qui présente son YotaPhone 2. Alors qu'est-ce que c'est ce YotaPhone ? Tout à fait, donc Yota déjà on connaît pas trop bien cette marque, elle a sorti un smartphone pour le moment, le YotaPhone, et en fait elle a dévoilé, commercialisé même le 3 décembre le YotaPhone 2, qui est donc un téléphone qui a la particularité d'avoir deux écrans. Sur la face avant on retrouve un écran OLED normal. Oui, standard, voilà, écran tactile, Full HD. Voilà. Mais par contre, au dos du téléphone, c'est un écran e-ink qui a l'avantage en fait de ne pas consommer d'énergie, enfin très peu d'énergie plutôt par rapport à un écran standard, et qui permet en fait de vérifier ses notifications, la météo, l'heure. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quelles seront les notifications et applications qui seront compatibles avec cet affichage. Oui, il faut quand même que ce soit compatible avec ce type d'écran. Voilà, il faut que ça soit compatible, mais celles qui sont compatibles, ça sera vraiment pratique pour éviter donc d'allumer l'écran principal, de consommer de la batterie, ou même la nuit par exemple, ça évite d'être aveuglé, ça évite de recevoir la lumière bleue. Surtout qu'il est toujours actif, donc ça permet d'avoir toujours l'heure au lieu d'allumer tout le temps son écran de téléphone. Ouais, il est tactile. On peut s'en servir. En fait, si vous vous rappelez le premier, il n'était pas tactile, alors il était également au dos, il était un petit peu plus petit, et il y avait des boutons en dessous pour naviguer dans cet écran dorsal. Là maintenant, au moins, on peut naviguer tout le temps dessus. C'est assez intéressant. Donc ça sort en Angleterre, c'est sorti en Angleterre, pardon. Voilà. On est un peu décalé, faut vous avouer la vérité, entre l'enregistrement de l'émission et la date de diffusion. Ils sont en train en fait, d'annoncer pendant l'enregistrement de l'émission. C'est pour ça qu'on n'a pas encore tous les détails, comme par exemple le prix ou la date de sortie exacte. Mais ça sera début 2015. Le premier YotaPhone était à 500 €, 500 €, c'est ça, ouais. Et donc celui-là, on l'attend entre 400 et 500 €. Il n'y a pas encore. Voilà, un téléphone intéressant. En tout cas, c'est un pari technologique qui n'a pas été fait par d'autres. On retrouve des coquilles, des choses comme ça. Mais c'est le seul à produire un téléphone avec deux écrans, dont cet écran assez intéressant au dos. Et en plus, il est assez haut de gamme avec un Snapdragon 800 par exemple, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc c'est pas un téléphone à la baisse sur ces... J'espère qu'on pourra le tester sur ce plateau bientôt. J'espère aussi. Autre téléphone, autre problématique, c'est le OnePlus dont on parle régulièrement et qui tourne bien sûr sous Cyanogen, sauf que Cyanogen et OnePlus c'est un peu compliqué en ce moment. Et c'est très compliqué parce que OnePlus était tout content d'annoncer la sortie du OnePlus One en Inde, qui est un marché vraiment important pour tous les constructeurs de smartphones. Et il a sorti le OnePlus One sur Amazon. Donc ça c'est intéressant, sans invitation. Sans invitation, donc sur un marché qui est vraiment, vraiment fort et important. Et quelques jours après, il a appris que Cyanogen n'allait plus s'occuper de la ROM sur le territoire indien. Alors pourquoi ? Parce que Cyanogen a signé un partenariat exclusif avec une autre marque, de smartphone qui s'appelle You. Et Alors You, c'est une marque dérivée, pour préciser, de Micromax, voilà, qui est donc une grosse marque très bien implantée en Inde. Et qui est peut-être le numéro 1 d'ailleurs sur le territoire indien, ou qui est en phase de devenir le numéro 1. Donc Cyanogen a signé un partenariat exclusif et a fait comprendre, sans donner plus d'explications au OnePlus, que les ROM c'était fini pour le OnePlus. Donc OnePlus se retrouve un peu le bec dans l'eau avec sa ROM qui ne sera plus mise à jour sur le territoire indien, et uniquement sur le territoire indien, il faut le préciser, et travaille en urgence sur une ROM, alors on ne sait pas trop, une ROM maison,
qui sera pas ColorOS, je crois, Qui sera pas bien d'ailleurs. qui sera Oh, ça c'est méchant. On peut le dire. Ils mettent en Chine ColorOS, donc la ROM d'Oppo, sur leur téléphone. Donc a priori, ce sera la ROM qui devra remplacer ColorOS en Chine et qui va être portée aussi sur les téléphones ColorOS, c'est une indiens. ROM qui est vraiment adaptée au public chinois, qui ressemble à iOS en fait. C'est une mauvaise copie d'iOS, faut dire ce que. Bon, les ce que Asus, les Oppo, hein, on sait. Et là, ça sera une ROM, on ne sait pas grand-chose, on sait juste qu'elle va sortir en preview durant le mois de décembre et qu'elle devrait être disponible au plus grand nombre d'ici janvier ou février prochain. C'est dire s'ils vont travailler dessus. Pardon, j'ai pensé trop fort. Ils font vite. En attendant, c'est quand même assez embêtant pour les acheteurs indiens du OnePlus One qui sont obligés de mettre à jour leur téléphone à la main, donc en prenant des images système qui vont flasher sur leur téléphone à l'ancienne. Pas super pratique. Bon, Ça pose la question du OnePlus 2. Voilà, et c'est le OnePlus plus 2. inquiétant, c'est quand même le OnePlus 2, puisque quand même l'une des forces du OnePlus One, c'était d'être installé sous Cyanogen 11. Est-ce que OnePlus 2 bénéficiera encore de Cyanogen? Rien n'est moins sûr. Réponse sûrement l'année prochaine, parce que le OnePlus 2, ils ont annoncé aujourd'hui qui sera annoncé entre le 2e et 3e trimestre de l'année prochaine. On en saura plus On a le temps. d'ici Hein. le début de l'année prochaine, très certainement. Bon, bah c'est sur cette note de suspense qu'on va arrêter cette séquence actualité pour passer au test d'un téléphone bien concret, le Nexus 6. L'objet du test de la semaine, c'est le Nexus 6, le fameux qui est enfin arrivé à la rédaction, et c'est Vincent qui s'y est collé. Alors, ce Nexus 6, Alors, on va être Déjà, quel est-il? Alors, oui, qui est-il d'abord? Donc, le Nexus Raconte-nous. 6, c'est pas vraiment le successeur du Nexus 5 parce que le Nexus 5 reste au catalogue, donc téléphone de Google, hein, de la gamme Nexus, 5. qu'on a sur le plateau à Oui, côté. d'ailleurs, je vole le Nexus Et 5. du coup, on va dire que le Olivier. Nexus 6, c'est le grand frère. Oui, ça se voit, au niveau format, on va pas Pascal, comparer. Hein. Si je le mets dessus, Le d'ailleurs, très grand frère, voilà, voilà. c'est le très grand frère. Donc il fait Et là, il y a une pratiquement 6 pouces avec un écran Super AMOLED qui sont allés chercher chez Samsung avec une définition QHD qui est à la mode sur les smartphones haut de gamme. Donc c'est vraiment, il a la fiche technique, il rivalise vraiment avec les plus haut de gamme de cette fin d'année 2014 avec le Snapdragon 805, le niveau Que du stockage. Oui, voilà, que du lourd. On peut l'avoir en 32, en 64 Go. Malheureusement, gamme Nexus oblige. je Elle sais est où pas, la il y a trappe pas pour la obligé carte mémoire? de carte SD, SD, ouais. voilà. Donc on peut Ouais, pas. c'est un peu frustrant. Donc on paye ça quand même Alors, 50 à euros de partir plus de- pour avoir les 64 Go. Non, 100 euros, il me semble. Cher, parce que c'est à cher. partir de 599 euros le modèle 32 Go et il me semble que c'est 100 euros de plus ou légèrement moins le modèle 64 Go. Ça fait cher la clé USB. Effectivement. Alors que dire sur lui? Oui, d'abord, commençons. Son écran peut-être. Voilà, son Peut-être commencer écran, par donc, ça. il est vraiment très très gros. Enfin, c'est très pratique à l'usage, que ce soit sur YouTube, regarder des vidéos, regarder Genre des Androtech photos, par exemple. Androtech, voilà, regarder Travailler, Androtech en écrire direct des dessus. articles évidemment sur, Alors sur ça, le je ne navigateur. serais pas risqué parce que avec le tactile, c'est pas très sérieux tout ça. Il faut savoir que Vincent aime beaucoup les grands écrans. Hein. Oui, Oui, moi, tu je avais suis beaucoup un aimé peu la plus Cinemax 7. mitigé sur les grands écrans. Je pense que 5.5 c'est largement suffisant. Alors 6, 5.5 ça aurait été 5.5, sympa. c'est et, ça. Bah, en Ouais. usage, en Mais fait, ceci dit, la différence n'est pas énorme. Hein. Ça reste super grand. bah, à l'usage, en fait, Voilà, c'est vraiment c'est- sympa. Et à Tu vois la côté, en fait, on différence. sert beaucoup moins de sa tablette ou de son ordi, quoi. Par rapport à un Vraiment smartphone. Bah oui, vraiment, là, tu peux vraiment naviguer, limite faire tes achats sur Internet. Ça pose un peu moins de soucis. Enfin, pas de soucis, mais c'est plus agréable que sur des téléphones qui font 5 pouces ou un peu moins. Alors après, en effet, ils auraient peut-être pu se limiter à 5.5 parce que là, il est vraiment gros. Il y a des bordures, bon, sur le côté, les bordures encore, ça peut aller, les bords d'écran. Mais en haut, c'est un petit peu. Oui, il y a un peu de il est place. trop gros en fait. Ça Mais aurait surtout, été- on n'atteint pas le haut de l'écran avec le pouce. Quoi. C'est Moi, vraiment je suis- impossible. Combien ça quoi. pèse tout ça? Oui, Je effectivement. surnomme sais la même raquette pas. de ping-pong. 185 grammes, et donc ouais, c'est lourd dans la poche et ça dépasse un peu de la poche, donc ça Ah ouais. c'est dommage. Un peu de la poche. Je ferai pas l'affront d'essayer de mettre dans ma poche. Hein. Non, oui, Ah bah là, une poche de fille, c'est pas possible. Déjà, tu fais partie des chanceux d'avoir des poches. C'est déjà pas mal. Qu'en est-il de la qualité de l'écran? Alors c'est du QHD. ouais, Pas alors en d'HD? fait j'étais assez déçu parce qu'ils sont. Ah, pourquoi alors c'est un écran Super AMOLED comme on peut trouver par exemple sur le Galaxy Note 4, c'est à peu près la même chose. Sur la TouchWiz de Samsung, on peut régler les modes d'affichage. Et Pour là on peut régler pas. en fait la saturation des couleurs, la température des couleurs, par exemple, alors que là il y a un mode par défaut qu'on peut pas changer. Et par défaut en fait le rendu est pas très bon parce que le blanc il tire un peu trop sur le gris, les On peut couleurs voir sont ici, peut-être. très saturées. Et on retouche une photo sur ce téléphone, par exemple pour tous les accros à Instagram comme moi. Bon, les retouchons. On regarde sur les autres téléphones, Ouais. la photo n'a plus rien à voir avec, surtout au niveau de la température des couleurs en fait et du blanc. Ah oui, tu veux dire lors du transfert sur ton
Quand Sur on ton regarde sur ordinateur, notre effectivement, c'est téléphone. plus exactement le même sur le rendu. téléphone. Sur le téléphone. Du coup, disons, quand tu mets des c'est ça. filtres, tu n'es pas sûr de ton rendu. C'est vraiment terrible. Hein. Disons que Samsung, ils se sont aperçus qu'ils étaient assez mauvais sur la saturation. Et ils ont fait, au moins ils l'ont admis en laissant l'utilisateur choisir ce qu'il préférait. Là, il est peut-être temps d'admettre qu'il y en a un petit souci, quoi. Effectivement, si on C'est compare pas parfait, ouais. à d'autres écrans de la gamme Nexus, les couleurs, elles sont un peu. Que le Nexus 5, c'est un peu différent. Bizarre. Le Nexus 5, il avait quand même des défauts. Pardon, je sais que tu l'as encore. Mais l'appareil photo était quand même assez moyen. Et l'autonomie n'était pas forcément au top. Catastrophique même. Oh, t'es un peu méchant. On est le côté obscur, on assume. C'est Voilà. vrai. Les méchants, c'est ici. Après c'était pas le même prix. Hein. Ce Nexus, effectivement, c'est quand même moitié On prix. va en parler. Ce Nexus 6, est-ce qu'il a changé la donne? Enfin. Ouais, on peut passer Capteur plus photo, de il est là. quelques heures loin de la prise secteur sans avoir peur de tomber en rade. Oh, une journée quand même, non? Ouais, on peut passer facilement la journée avec, en mode connecté, avec une montre en Bluetooth, les notifications et tout, ça tient facilement la journée. C'est déjà Donc pas mal. quelqu'un qui est un petit peu moins gourmand, on va dire, sur le mode connecté, pourra peut-être tenir 2 jours. Donc au niveau autonomie, il n'y a pas de problème en tout cas. C'est un peu moins bien que le Galaxy Note 4 et que la Sunmate 7, mais c'est quand même très bien dans l'ensemble. Il y a divers modes en plus au niveau photo, qui ont oui, apparu. pour la photo. Désolée, je suis en train de bloquer sur la photo depuis que tu m'as parlé Alors d'Instagram. pour la photo, c'est bien aussi. Le capteur et le traitement logiciel ont été revus et c'est beaucoup mieux. C'est le même capteur qu'on trouve d'ailleurs dans le Galaxy Note 4. En termes de rendu, il est très bon. De chez Sony? De chez Sony, tout à fait. Après, on est un peu déçu quand même sur la rapidité des rafales. Quand on veut faire plein de photos à la suite, c'est un peu plus long que sur les concurrents directs. Et aussi sur le focus, enfin la mise au point, pardon, qui est plus lente que sur le Note 4 ou le G3, où là c'est quasiment instantané. Et là, on sent que ça pompe un peu plus. En gros, si t'es bourré, toutes tes photos sont floues. Parce que quand t'es bourré, il faut que ça prenne très très vite et très net. Tu vois, il est compliqué. Ça leur reste pas en place souvent. J'ai perdu ma galerie. Après, là, ça je t'aide un peu suis parce qu'il est stabilisé optiquement, l'objectif. Donc ça, c'est un petit... Il te rattrape quand tu tombes. C'est ça. Pour les vidéos et pour les photos. Donc là-dessus, sur ces 2 points, ils sont grandement améliorés par rapport au Nexus 5. Mais du coup, un Nexus qui fait des bonnes photos, c'est plus un Nexus. Un Nexus qui a l'autonomie, c'est plus un Nexus, quoi. Un Nexus à ce prix-là, c'est plus un Nexus. Ouais, C'est surtout ça, qu'ils ont vu le je prix, en fait. Un Nexus à ce prix-là, c'est plus un Nexus. Alors, est-ce que Google a trahi On a lâché le Nexus 5 en sortant le Nexus 6? Là, je la pose plutôt du côté obscur de la force. Est-ce qu'on est factuel ou est-ce qu'on est un petit peu plus dans l'émotion? Bah, allez, combine les deux. Ok. Freestyle. L'effet, c'est que la gamme Nexus, il n'y a jamais eu une promesse de prix. L'idée de Google, c'était pas ça. L'idée au début, c'était d'avoir un vrai référence design pour dire aux constructeurs, regardez les gars, aujourd'hui, un smartphone, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est pas en dessous. C'est ça, c'est le minimum. Et ce minimum-là, en l'occurrence, comme pour Google, c'était pas un vrai produit, mais plus une référence, mais que c'était quand même important que cette référence, elle soit accessible auprès du grand public. Les prix, du coup, étaient sans marge, ou presque. Et aussi, d'une certaine façon, sans service après-vente au début. Et les années passent, les modèles aussi, et Google constate une vraie appétence du grand public pour ces modèles, pour un certain nombre de raisons, les mises à jour, l'expérience Google, etc. Et du coup, ça devient de plus en plus un vrai produit, et un produit qui du coup se vend avec une certaine marge. Donc, factuellement, il n'y a pas vraiment de tromperie sur l'esprit Nexus. Mais là, c'est l'émotion qui parle. Oui. Mais est-ce qu'on achète? J'ai un OnePlus One. Je veux dire, je vais pas mettre 2 fois le prix pour avoir une config similaire, mais qui tient plus dans ma poche. Enfin, c'est compliqué quand même. J'ose même plus poser la question à Gaël qui a aussi un OnePlus One. Le côté obscur là, allez. Vas-y, je peux te lâcher. Je comprends pas les téléphones de 6 pouces, quoi. Tu peux faire de la luge dessus. Donc toi, tu fais le procès de la phablette en fait au Nexus 6, mais dans sa catégorie. Oui, dans sa catégorie. Mais dans sa catégorie, il y a vachement moins cher. C'est le problème, dans sa catégorie, c'est qu'on avait le Mate 7. C'est le côté radin là. Le Mate 7 par exemple, c'était presque du 6 pouces, sauf qu'il tenait dans une main. Et on pouvait naviguer presque dans une main avec. Là, c'était plus agréable. Alors Vincent, toi qui as testé le Mate 7, t'as choisi quoi? C'est difficile parce que le Mate 7... Viens du côté obscur, viens.
Mais il fait des compromis, le Mate-Sen, sur tout un tas de C'est choses. parce qu'il est important, les chinois, compromis mais dans la vie. C'est vrai que c'est important, il est beaucoup plus agréable en main. Est-ce que tu le conseilles dans l'absolu? Le Nexus 6. Le Nexus 6, Ouais, pardon. Pour ceux qui aiment vraiment les gros écrans, les phablettes, les bonnes phablettes, oui. Et les mises à jour Android. Attends, parle toujours à de côté de téléphone, toi, hein. Olivier, qui Ouais. a justement un Nexus 5. Ouais. Est-ce que ce serait intéressant de passer au Nexus 6 ou le Nexus 5 restera le... Honnêtement, je me Le vois vrai, je me vois pas passer un téléphone aussi grand. J'en vois pas le besoin. Là, aujourd'hui, ce qui pêche sur mon Nexus 5, c'est effectivement l'autonomie. Les photos aussi. Ouais, les photos, clairement. Mais voilà, après, en termes de performance... Le bon, ça- haut-parleur ça blanc alors suffit. que la façade est noire. Bon, mais ça, c'est le design, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais la Il le taille cache en me même temps. convenait parfaitement, par contre. Ouais, Et du coup, j'aurais bien aimé acheter un Nexus 6 parce que voilà, pour les mises à jour, etc., je trouve que c'est une bonne gamme de produits. Celui-là, je pense que je vais passer. On verra le prochain. Bon, je crois que ce qu'on peut vraiment retenir de ce Nexus 6, c'est que c'est un très bon téléphone dans sa catégorie, qui est celle des très grands téléphones, et qui est une catégorie extrêmement segmentante. On espère qu'il y aura un jour un Nexus 5 2 ou une version 2.0, je ne sais pas comment il l'appellerait, qui serait un Nexus 5 qui aura gommé ses défauts nombreux, certes, et qui restera aussi accessible en termes de prix et de format. On passe tout de suite au débat de la semaine. Pour ce débat, nous accueillons un nouvel invité, Vincent Ricordo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de KissKissBankBank, la plateforme de financement participatif. Vous pouvez nous expliquer quelle est sa particularité ? C'est une plateforme où n'importe quel individu a le droit de financer son projet avec d'autres individus, mais il faut que le projet soit créatif ou innovant. Voilà. C'est très bien résumé. Et à côté, toujours Olivier Reverdet. Rebonjour. Rebonjour. Alors, vous êtes venu avec un petit objet très sympathique, le Prism, Ouais. que vous avez financé sur Kickstarter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit au juste ? Alors Prism, c'est cette petite pyramide. Alors je sais pas, voilà, On va la peut-être montrer comme ça. Donc cette petite pyramide qu'on va brancher sur ses enceintes ou sa chaîne Hi-Fi pour les rendre intelligentes. C'est-à-dire qu'avec Prism, on va avoir juste à appuyer sur un seul bouton et c'est l'objet qui va choisir pour vous la musique à passer en fonction du contexte, de vos goûts et de vos habitudes musicales. Donc la musique est streamée en fait directement depuis les plateformes de streaming de musique comme Deezer, Spotify ou SoundCloud. Et donc l'idée c'est de la musique instantanée, bien choisie et surtout vous faire découvrir des nouvelles choses. Donc ici, avec la barre de réglage du volume, Ouais, c'est ça ? c'est ça exactement. Ok. Le financement participatif, effectivement, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est au juste, Gaël ? Est-ce que tu peux Alors, nous expliquer ? Comme l'a résumé Vincent, effectivement, le financement participatif, c'est des gens qui donnent à d'autres personnes qui ont un projet qui est créatif ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'obligation derrière. On connaît tous plus ou moins le financement participatif, l'arrivée de Kickstarter, de KissKissBankBank, de Ulule. Il y en a maintenant beaucoup de plateformes qui sont comme ça. Nous, ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est sur les produits technologiques qu'on peut retrouver sur ces nombreux sites. Alors, on va faire un petit rapide historique de ces sites. Ça a commencé en 2008 avec Indiegogo, 2009 Kickstarter est créé, Ulule et KissKissBankBank arrivent en 2010. L'essor vraiment, ou en tout cas le coup d'envoi vraiment de ces projets de financement participatif, en tout cas dans le milieu des nouvelles technologies et du jeu vidéo, c'est en 2012 surtout que ça explose. Ça commence avec Double Fine Adventure qui devient Broken Age, le jeu de Tim Schafer qui demandait à la base 400 000 $ et qui en récolte 3,3 millions. Pebble, la montre à écran e-ink, suit dans la foulée en avril 2012. Ils demandaient 100 000 $, ils en récoltent 10 millions. Ils auraient pu en récolter plus, mais ils ont arrêté au milieu. Ouya, juillet 2012, la petite console sous Android demande 950 000 $, en récolte 8,5 millions. Ou encore Oculus Rift, qui a demandé 250 000 $, qui en récolte 2,4 millions, toujours en septembre 2012. Et qui 2 ans plus tard, il rachetait 2 milliards $ par Facebook. On ne raconte pas le reste de l'histoire. Bon, la suite, on la connaît. De nombreux projets ont suivi de 2012 à 2014 sur les projets de financement participatif, avec plus ou moins de succès. On sait, si on revient sur Ouya par exemple, on sait ce que ça a donné. Le projet était très enthousiasmant, on l'avait vu surtout sur les fans de consoles. Aujourd'hui, le projet est un peu au point mort.
Pebble est un peu l'inverse pour le coup, puisque c'est vraiment l'exemple même du financement réussi, où ils s'en sortent encore très bien, où ils lancent de nouveaux produits. Et puis il y a des foirages total, typiquement Ring par exemple, Ring qui était un anneau connecté, qui était formidable. On mettait au doigt et puis on faisait des gestures comme ça, voilà, et puis ça faisait des trucs avec son smartphone, on voyait une photo automatiquement, des choses comme ça. Bon, il s'avère que Ring, dans la réalité, c'est un anneau qui ressemble plus à un boulon qu'on met au doigt. Une fois qu'on l'a au doigt, on peut plus fermer la main. Voilà, comme on voit derrière, c'est un peu une catastrophe. Voilà, c'est moche. Donc voilà, ça c'est un peu l'exemple qu'on a. Ils avaient récolté 880 000 $ sur les 250 000 demandés. Bon, de manière générale, il y a de tout sur les sites de financement participatif. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un secteur qui est vraiment en croissance aujourd'hui. Si on prend quelques chiffres rapidement, on considère qu'aujourd'hui, il y a 465 projets de financement participatif qui sont lancés chaque jour dans le monde, qui comprennent tous les... Mais combien réussissent ? Alors ça, c'est une autre question après, combien réussissent. Une question qui est assez délicate, et pourtant les sites de financement participatif, que ce soit KissKissBankBank ou Kickstarter, affichent de façon très accessible les chiffres de réussite. Sur Kickstarter, si je me souviens bien de mes chiffres, c'est le taux de succès est de 40,13% aujourd'hui, au mois de novembre. Ça, c'est en moyenne sur tous les types de contenus. Ça va du théâtre aux produits technologiques. Exactement. Succès, c'est réussir sa levée, pas livrer. C'est-à-dire qu'il pose un objectif, cet objectif est atteint. Voilà, c'est un projet qui est réussi. Sur KissKissBankBank, le taux de réussite est de 54%. Il est un peu plus élevé pour des raisons qu'on verra sûrement tout à l'heure. Alors, pour ce qui nous concerne sur les nouvelles technologies, monter un projet, c'est sur le jeu vidéo et sur les nouvelles technologies, c'est pas souvent, c'est difficile de réussir sur ces projets-là. En fait, c'est les projets qui réussissent le moins. Sur Kickstarter, par exemple, sont ceux qui réussissent le moins. 25% des projets lancés sur Kickstarter dans le domaine des nouvelles technologies réussissent à atteindre leur palier. On atteint 34% sur le jeu vidéo. C'est également le cas sur KissKissBankBank, si je me souviens bien des chiffres, c'est le jeu vidéo et les nouvelles technologies qui réussissent le moins à atteindre leurs objectifs. Alors, pour diverses raisons, on en viendra après. Et à l'inverse du théâtre ou de la danse, réussissent beaucoup mieux, mais demandent beaucoup moins d'argent. Voilà. Il faut voir aussi que c'est des produits, les nouvelles technologies et les jeux vidéo sont un peu des produits vitrines, puisque c'est eux qui réussissent à lever le plus d'argent sur ces sites. Voilà, alors maintenant où est-ce qu'on en est? Donc on voit que ça marche bien, on voit aussi qu'il y a quand même, on est peut-être en une période un peu de déclin dans certains domaines, notamment par exemple dans le jeu vidéo, on voit que les projets se ralentissent et on se pose la question, en tout cas moi je me pose la question aujourd'hui. Tout le monde connaît les sites de financement participatif, est-ce que c'est rentré dans les habitudes? Est-ce que finalement autrefois, c'était un moteur de créativité, un moyen de faire sortir de terre des projets qu'on n'aurait pas vus autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un moyen comme les autres de financer son projet? Alors la question, je la renvoie vers vous, Vincent. Est-ce que c'est devenu un moyen de financement comme les autres? Les produits techno sont très à part sur les plateformes de financement participatif, parce que c'est des projets en fait, qui viennent pré-vendre leurs produits. Alors que sur toutes les autres catégories, vous donnez pour que le projet naisse dans son entièreté. Donc c'est complètement différent. Donc du coup, pour répondre à ta problématique, ça marche moins bien en statistique parce que si les gens ne croient pas au projet, ils ne le préachètent pas. Alors que quand tu finances une pièce de théâtre, finalement la pièce de théâtre sera livrée et tu n'as pas une vision de ce que ça va être cette pièce de théâtre au niveau final. Donc du coup, il y a un flou beaucoup plus large. Alors du coup, les gens se sentent beaucoup moins tenus à une promesse et donc du coup, le taux de succès augmente. C'est ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. Après, derrière, sur un produit tech, on le voit tout de suite. Pour ceux qui sont fans de tous ces produits-là, très très vite, vous allez arriver à repérer finalement ce qui vous a l'air bon ou pas bon, et vous allez suivre ou pas, parce que c'est la même communauté. Moi, je vois, j'ai 6 devs chez moi, j'ai une armoire complète de produits Kickstarter, d'ailleurs beaucoup plus grosse que l'armoire de produits KissKissBankBank, mais ce qui n'est pas un souci, mais je les vois bien, il y a une appétence vraiment réelle pour cette communauté-là, et donc du coup, assez vite, les collègues prennent, ou alors elles prennent pas, on le voit bien, soit elles décollent, elles éclatent les plafonds, soit elle reste tankée à 5, 10 000 et elle décolle pas. Donc en fait, il y a vraiment une différence entre le financement participatif pour les objets techno, en fait c'est presque des sites de précommande, et les autres objets culturels ou proches du culturel qui ont une approche vraiment différente. Très clairement, c'est pour ça d'ailleurs que nous on est c'est un peu la catégorie pauvre chez nous en nombre de projets. On a un taux de succès plus élevé depuis Kickstarter, mais en volume, ça n'a évidemment rien à voir. Et pour le coup, la réponse à cette problématique, et c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est que la communauté geek, elle est concentrée sur 2 plateformes dans le monde, qui sont Kickstarter et Indiegogo, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques.
Et comme les communautés geeks sont concentrées ici et que les gens sont en attente des produits, il y a peu de place en fait pour les autres plateformes sur ce marché-là. Alors, on est en train d'essayer de trouver des moyens, parce qu'on en a quand même pas mal finalement, et plutôt des petits projets. Et je crois que le plus gros projet tech chez nous, c'était du jeu en live qui a collecté 170 000 €, mais sinon, on les collecte chez nous, c'est plutôt 10 000, 20 000, 30 000. On est très très loin des records américains. Mais l'effet de mode passant et le taux d'échec quand même grand 600 sur Kickstarter, on voit quand même de plus en plus de projets français qui du coup, après avoir pris une bonne tarte sur Kickstarter, en ayant visé 100 000 ou 200 000, reviennent chez nous et finalement viennent chercher plutôt 10, 15, 20 000 pour prototyper leurs produits et avec des ambitions un peu moindres, mais ce qui permet de rééquilibrer. Et je ne serais pas surpris quand même que petit à petit, on arrive à revenir dans le domaine, encore une fois, avec des collectes qui resteront à hauteur de ce qu'on est capable de faire en France, mais finalement avec plus de succès et plus de projets. Je vous ai vu rigoler au moment de la tarte. Oui. Oui, Parce que vous avez choisi Kickstarter. Oui. C'était pour une raison bien particulière. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors Kickstarter, c'est à la fois un moyen de financer le développement de son projet, mais c'est aussi une opération de communication. Et nous, on s'en est aussi servi pour analyser un peu notre marché. Et donc, Kickstarter, d'une, parce que l'audience est plus grande. Voilà, c'est un site international avec une grosse audience américaine, donc pour l'audience, mais aussi pour essayer de comprendre où serait notre marché pour notre produit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va analyser après coup, une fois qu'on aura des informations sur les personnes qui auraient précommandé notre produit. Quand vous dites où, c'est la nationalité des acheteurs. Dans quel pays ils sont? Des backers, pardon. Ouais, des backers, exactement. Et d'un point de vue communication, tout simplement, parce que ça permet de faire connaître notre entreprise, notre projet à une échelle un petit peu plus globale. Voilà. Donc ça répond un peu à la question. Donc si quand on développe un produit qu'on met sur un site de financement participatif, c'est autant pour l'argent que pour la communication? Ça dépend, je pense, des équipes et des projets. Nous, c'était la raison principale, c'était clairement le financement, parce qu'on est une petite équipe de 4. On a bootstrappé notre projet depuis le début, c'est-à-dire qu'on a encore levé aucune somme, on n'a levé aucun fonds. C'est juste l'argent que nous, on a apporté personnellement. Donc on a une équipe très complémentaire qui a pu développer le prototype fonctionnel à elle-même. Par contre, il faut des fonds pour aller à la suite. Donc là, nous, l'objectif premier, c'était clairement des fonds. Après, il y a tout le reste qui sera... Un investisseur traditionnel, il n'aurait jamais pu vous offrir ça. Ouais, est-ce qu'il n'aurait pas pu vous offrir, je ne sais pas moi, vous dire, on a un plan de com bien établi qu'on pourrait vous proposer, on connaît peut-être mieux le marché que vous. Ça, c'est possible. Nous, honnêtement, on a eu du mal à convaincre les gens avant le Kickstarter. Voilà. On avait postulé à des tas de choses, des concours, des incubateurs. On a été refusé à pas mal d'endroits. C'est après le Kickstarter, une fois qu'il y a une première réponse du marché, que les gens se mettent à croire au projet. Et c'est ça aujourd'hui que le financement participatif permet de faire, c'est de tester son marché réellement. On laisse la possibilité à des gens de mettre leur numéro de carte bleue et d'acheter le produit avant même qu'il soit construit. Et ça, je pense, c'est la meilleure preuve de marché. C'est pas encore une preuve finale du marché, mais c'est une première réponse qui est très intéressante pour une équipe comme la nôtre. Puis tu oublies de dire un truc vital quand même, c'est que la collecte de fonds sur Kickstarter ou KissKiss, elle est gratuite, alors que l'ouverture de capital à tes investisseurs, elle te coûte 15, 20, 30% de ta boîte. Exactement, c'est pas une levée de fonds. Le terme n'est pas le bon. C'est vraiment soit des demandes de dons, soit des précommandes dans notre cas. Il n'y a pas de prise de part. Ce qu'on voit aussi, enfin je me fais un peu l'avocat du diable, mais ces investisseurs... J'avais prévenu qu'on était le côté obscur. Ils ont quand même une expérience ou un savoir qui peuvent apporter que des petits projets n'ont pas forcément aussi, ou peuvent se planter après, c'est aussi le risque. Ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas un dû envers les backers justement? À part la livraison du produit. C'est déjà effectivement un gros engagement sur lesquels on est responsable, entre guillemets. Mais il n'y a pas de prise de participation. Ils ont précommandé le produit 8 mois, 1 an, 2 ans à l'avance dans certains cas. Mais non, il n'y a pas de prise de capital. Dis-moi, pour revenir sur le débat avec Oculus, quand tu précommandes un morceau sur iTunes, tu ne deviens pas coéditeur du morceau. Ouais, voilà. Là, en l'occurrence, le système de financement participatif, la motivation quand même, parce que là, du coup, on devient très business, mais la motivation réelle des gens en amont, c'est donner naissance au projet, quoi qu'il en soit. C'est toujours la même motivation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous plaît d'un seul coup dans un projet qui se balade sur nos plateformes, c'est de se dire, mais celui-là, j'ai envie de le voir sortir des cartons, donc je vais lui donner naissance. Il faut savoir que sur tous nos sites, je connais bien les mecs de Kickstarter, on a la même stat, il y a 25% des gens qui ne demandent pas de contrepartie. Sauf sur les projets tech, où l'intégralité de l'argent qui est collecté, c'est pas des dons, c'est du préachat. Donc du coup, on est quand même dans une... il pourrait presque y avoir, si tu veux, des plateformes dédiées, d'ailleurs il y en a un ou deux qui ont essayé, ça marche pas, mais dédiées à ces produits-là, parce que déjà ça pose plein de questions fiscales, quid de la TVA quand tu présentes ton produit et autres, qui n'existe pas quand tu montes ta pièce de théâtre et que chacun t'a donné 50 balles.
Donc du coup, c'est vraiment très spécifique et c'est très difficile d'analyser le financement participatif par le prisme des projets tech ou des jeux vidéo. C'est vraiment un truc, alors à part entière, parce que c'est ce qui a fait la réputation notamment de Kickstarter, pas tellement la nôtre, mais celle de Kickstarter. Et donc du coup, c'est normal que les deux soient mixés, mais sincèrement, les comportements sur ces projets-là et sur le reste de la plateforme sont complètement différents. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, sur le fait que l'intérêt, finalement, c'est de permettre à des projets d'émerger, alors que par des voies traditionnelles de financement, ils auraient probablement, il serait resté un dossier sur le bureau de l'investisseur, pas très intéressé finalement. Aujourd'hui, on voit quand même plusieurs projets, on pourrait en nommer quelques-uns éventuellement, qui se mettent sur des financements sur des plateformes de financement participatif purement dans un objectif de communication, alors qu'il était clair et net que voilà, le projet était déjà financé au moins à 90%, mais dans l'idée d'avoir peut-être plus de communication ou peut-être d'accélérer la prise de clients pour ceux qui ont un bien marchand à proposer. Et du coup, est-ce que ça trompe pas un petit peu l'intérêt classique, traditionnel des plateformes de financement collaboratif? Tu sais, c'est pour ça que je te dis qu'on est vraiment à la limite sur ces projets-là. C'est-à-dire que ça, en fait, si tu montais ton propre site avec un plug de précommande... Certains le font, d'ailleurs. Certains le font. T'as pas besoin de la plateforme, en fait. Ce que vient donner, nous, à notre petit niveau en France ou Kickstarter aux États-Unis, c'est en fait un accès direct à X millions de geeks qui, du coup, regardent la newsletter ou qui vont sur la homepage tous les jours ou tous les 2 jours pour voir ce qui se passe dans les produits techno. Et donc, du coup, ça te donne quand même une surface assez importante. Et puis, quoi qu'il en soit, là, on voit des grosses marques qui commencent à se lancer dans le truc, notamment dans le jeu. En fait, c'est surtout une espèce de test marché qui est super important. Donc, derrière le test marché, s'il est réussi, c'est une bonne com. Puis, s'il n'est pas réussi, c'est une mauvaise com. Et là, vous le disiez tout à l'heure, mais il y a quand même plein de projets derrière qui ne se font pas en tech. Très peu sur les autres catégories et beaucoup en tech. Pour toutes les raisons du monde, des fois le type se retrouve avec tellement d'argent qu'il passe d'ingénieur à prototypeur à industriel, puis les mecs ils explosent en vol parce que c'est pas tout à fait la même chose. Après, technologiquement, sur 1000 produits qui sont mis sur le marché en pré-test, il y en a tout simplement qui sont pourris et qui vont pas au bout du process. Donc du coup, il n'y a pas de, je pense pas, il y a pas de procès à faire sur les gens qui utilisent ce moyen-là pour tester leurs produits. Ils sont, il faut le reconnaître, un peu contre nature et un peu aux antipodes des valeurs qui nous ont permis de faire exploser ces plateformes. Mais ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Et enfin, l'autre chose aussi, c'est que quand on a, je sais pas, dans le cas de Prism, il y avait combien de backers environ? Nous, on est à 1300 backers. 1300 backers. Est-ce qu'il n'y a pas une pression de la part de ces backers? Et est-ce que ça dénature pas le projet aussi? Ah bah non, de toute façon, nous, on avait un projet d'entreprise qui était de faire un produit grand public et de le vendre à des gens. Donc maintenant, c'est le cas. Si il y a une minorité bavarde qui vous disent qu'ils veulent 2 boutons physiques dessus, vous ne pourrez pas changer, par exemple. Si c'est une minorité, non. Si c'est une minorité, non. Si c'est une majorité, clairement, c'est un retour sur un panel intéressant qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on a encore une marge de manœuvre sur le design du produit. Voilà. C'est intéressant. Moi, je connais bien les types d'sketchnotes là, des sketchers, eux sont venus nous voir et c'est nous qui avons décidé de les envoyer là-bas. C'est-à-dire que quand la communauté est identifiée américaine, ça sert à rien de venir collecter 10 000 chez nous si tu peux collecter 10 fois plus ou 20 fois plus. Par contre, je prends un autre exemple, il y a un type en ce moment chez nous qui est en train de financer une douche connectée. Bon, la douche connectée, finalement, elle ne s'adapte pas plus quand même aux Français qu'aux Américains. Il n'y en a pas plus sale ou plus propre sur le sujet. Et donc, du coup, on a regardé... Malgré notre réputation. Malgré notre réputation, j'ai regardé, il y en a une sur Indiegogo. Bon, le type, il va arriver à 20 000 chez nous, il a 30 000 $ chez Indiegogo. Bon, voilà, 30 000 $, 20 000 €, on est sur la même chose. Donc, c'est quand même une histoire de communauté. Très souvent, quand même, sur les vrais projets tech, la communauté américaine, et c'est là-bas que ça se passe, point à la limite. Pour autant, pour revenir sur ce que tu disais, et ça, c'est pareil pour tous les projets, et on le dit souvent, nous, on a 3 plateformes, y compris sur les 2 autres, qui sont de différentes natures. Celui qui prend le risque chez nous, c'est jamais le donateur. Le donateur, il n'est pas démarché commercialement. Il n'est pas un type qui vient le voir en disant mets un billet ici. Le type, il vient, il y a un produit, il dit c'est cool, c'est pas cool. Il préachète sciemment. Tout le monde sait que quand tu rentres aussitôt dans un projet, il y a des chances qu'il ne se fasse pas. Et donc, du coup, c'est pas aussi. Mais est-ce que les gens sont vraiment conscients qu'il y a des chances que ça se fasse pas? Les gens sont conscients, tu le vois bien sur le nombre d'histoires qu'on relaie sur Kickstarter. Peu chez nous. Alors, pour le coup,
le bon côté de ne pas avoir beaucoup de produits tech, c'est qu'on n'a pas tous les emmerdes que Kickstarter a les produits tech. Mais à l'inverse de ça, les vraies gageures et les vraies problématiques sur le nombre de projets tech sur Kickstarter, ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est-à-dire, si tu investis dans la vraie vie en tant qu'investisseur, tu enlèves les plateformes, si tu es un business angel, et que tu fais les écoles de design ou les écoles d'ingénieurs, et que tu mets des tickets de 10 000 sur des projets, tu vas perdre 9 fois sur 10. C'est d'ailleurs pour ça qu'on exige une rentabilité de x9 sur ceux qui réussissent. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est toujours intéressant de mettre en perspective les taux d'échec des plateformes de financement collaboratif, parce que c'est vrai que parfois elles peuvent paraître importantes vis-à-vis des taux d'échec dans l'économie un petit peu plus traditionnelle. Mais c'est vrai que la différence, c'est qu'un investisseur, c'est son métier, il a choisi de prendre du risque, et on a l'impression, de temps en temps, quand on lit certains commentaires de certains backers sur certains projets, sur certaines plateformes, ça fait beaucoup de certains, beaucoup trop, non, désolé, que tout le monde n'a pas vraiment compris le rôle du backer. Et puis on revient à cette histoire de site de précommande, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas conscient, c'est-à-dire qu'il y a toujours la partie communication est tellement importante qu'on a l'impression d'avoir un produit avant même de l'avoir backé, quoi. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les sites de financement participatif. On a l'impression qu'il existe déjà alors qu'il est parfois même pas à l'état de prototype. Ouais. Ben, en fait, il y a, alors je ne sais pas trop dans le cas de KissKissBankBank, mais sur Kickstarter, ils ont passé des guidelines, des contraintes en fait, où on n'a plus le droit aujourd'hui d'illustrer son projet uniquement avec des rendus 3D, et il faut des photos d'un prototype réel. Ça, c'est quelque chose qui a changé suite à plusieurs... On ne peut plus chercher du financement pour prototyper, mais maintenant on doit avoir un prototype et on doit chercher du financement pour industrialiser. Okay. Parce qu'il y a eu des projets qui étaient bien trop en amont, et ça a posé des problèmes, parce que là, le risque, il est vraiment énorme. Alors, oui, parce que les gens ne sont pas forcément conscients des délais. Mais alors, c'est ce que demandent les plateformes. Alors, je vous laisserai répondre sur KissKissBankBank et sur Kickstarter. L'équipe Kickstarter, aujourd'hui, ne valide plus les projets, mais les consulte quand même après coup. Et en fait, dans ces guidelines, ils nous imposent d'être transparents sur une roadmap, par exemple. Donc après, l'idée, c'est on convainc pas, les gens sont d'accord, ils sont dubitatifs. Ça, après, ça se passe dans les commentaires, etc. On peut discuter avec les gens. Mais c'est des choses qui sont imposées aux porteurs de projets. C'est d'être transparent sur la roadmap et sur ce qui reste à faire. Et après, il faut quand même, en fait, si tu veux, il faut quand même faire une synthèse. C'est-à-dire que nous, on s'est lancé en 2009, pas en 2010, c'est-à-dire quasi en même temps que Kickstarter. Il y a des millions de projets qui sont nés dans le monde grâce à ces plateformes. Et notamment sur des projets tech comme ça, t'en parlais, mais c'est un peu la même chose que sur des startups plus classiques. La difficulté de financer ces projets dans la vie réelle, ils sont juste dingues. Tu vois, c'est-à-dire qu'un business angel, très souvent, ou un capital risqueur, ça te demande d'avoir un concept proof, d'avoir sorti quelque chose qui marche, d'être hyper avancé, surtout en France, encore aux États-Unis, mais surtout en France. Et donc du coup, c'est quand même un déclencheur complètement dingue. Et pour le petit nombre de problèmes qu'il y a et qui continuera à y avoir, et d'ailleurs, plus le temps va avancer, plus il y en aura, parce que nos plateformes grossissent. Si tu fais une synthèse entre ce que ça a fait de bien et ce que résiduellement fonctionne mal, il n'y a vraiment pas photo. Et si en plus tu ajoutes à ça qu'on n'a que 4 ou 5 ans, on est en il y a plein de réglages à faire, tu vois, je veux dire, on a quand même eu, le marché devrait dépasser 10 milliards de dollars en 2014 alors qu'il était à 0 en 2009. Forbes estime que en 2020 sera 1000 milliards de dollars. On est sur un marché qui a une croissance dingue, mais, et ça je vous garantis que ça se passe comme ça, c'est que sur une plateforme, c'est pas le donateur ou l'investisseur qui prend le risque. C'est celui qui porte le projet. Parce que celui qui porte le projet, il a deux actions possibles. Soit il prend une gamelle sur sa collecte, ce qui n'est pas très grave parce que l'échec fait partie du jeu quand tu es entrepreneur. Et du coup, si ça t'apparaît pas empêcher certains de recommencer après. Parce que certains testent plusieurs plateformes d'ailleurs. Mais par contre, à l'inverse, si effectivement tu as réussi ta collecte et que derrière tu peux pas livrer, que tu n'arrives pas à livrer, que tu veux pas livrer, peu importe, ta réputation, là ça devient vraiment problématique. Et du coup, en face du 50 balles ou 100 balles que tu as perdu, sans être naïf, en étant sciemment responsable de ce que tu fais, en disant bon, peut-être que ce truc il arrivera, mais peut-être qu'il arrivera jamais, comparé vraiment au déficit de réputation que tu peux avoir en tant que créateur, sincèrement, l'échelle entre les deux est très mince. Et nous, on le voit très bien dans le processus d'élaboration des projets.
autant les Pourtant, donateurs sont sereins, autant les créateurs de projets flippent. L'expérience le montre pas forcément. Moi, je pense par exemple à Broken Age. Je sais pas si vous avez suivi. Ouais. Donc, à l'origine, c'était un jeu de Tim Schafer. Ouais. C'était le premier qui a lancé ça. Il avait dit ok, moi, je vous fais un jeu d'aventure à l'ancienne, comme vous le demandez. Hop, il récolte 3 millions. À 2 mois de la sortie du jeu, le jeu, il arrive, il se dit bon, moi, j'ai plus d'argent et on sort en 2 parties. Qu'est-ce qui se passe et donc, il sort sa première partie en janvier 2014. La deuxième partie va sortir en janvier 2015. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Son grand pote Ron Gilbert ressort un jeu d'aventure et il récolte autant d'argent, alors que les promesses sont à peu près les mêmes, quoi. Donc que l'un se casse la gueule et que l'autre, enfin en tout cas se casse les dents sur son projet et l'autre fait la même chose, prouve quand même que les consommateurs, enfin ou les gars qui vont backer sont prêts à remettre de l'argent sur ces projets-là, même si les gens, enfin même si les gens échouent à livrer leur projet à temps. Oui, non, mais bien sûr, là, mais Tim Schafer, vu la réputation qu'il avait avant, le fait d'être, on va dire, en semi-succès sur son projet, c'est pas un problème. Est-ce que la preuve de, enfin, ce que tu dis et sur l'affect qu'ont les consommateurs pour ces plateformes se résume dans ce que tu viens de dire. C'est les mêmes mecs qui ont mis sur Tim Schafer et sur le projet dont tu parles. Parce que l'affect, quand tu es un Bakers ou un Kiss Bankers et que tu viens donner naissance à un projet, si ça se fait pas parfois, c'est pas grave. Tu continues parce que l'empathie que tu as pour le créateur de projet et le plaisir d'avoir participé à un projet qui va au bout avant les autres suffit. Et la preuve en est, regarde les chiffres qui sont grandissants. Je veux dire, il y a autant de mecs qui ont hurlé sur, les types ont gueulé sur Oculus parce qu'il y a eu une bascule sur Facebook derrière. Ça ne les empêche pas de revenir chez nous sur Kickstarter pour acheter des projets tech. Aujourd'hui, bon, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais on va poser la question en clair. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différentes plateformes de financement participatif? Comment on l'a choisi et pourquoi on passe par une plateforme de financement participatif plutôt qu'une page de précommande? C'est un vous général. Kickstarter et pas pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, en fait, l'audience principalement, pour avoir un marché potentiel beaucoup plus gros. Après, du coup, c'est poser la question de Kickstarter ou Indiegogo. Alors, comment choisir entre les deux? C'est pas un choix facile, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple en tant que porteur de projet français d'aller sur Indiegogo. Kickstarter, c'est assez compliqué parce qu'encore aujourd'hui, il faut une filiale aux États-Unis. Il faut créer une société aux États-Unis ou avoir un bon pote américain qui va tout gérer. Ou au Canada depuis peu. Oui, il y a d'autres pays, hein, mais la France est pour l'instant ne fait pas partie de la liste. Donc, ouais, ça, il paraît. Prêt. Donc, alors pourquoi on est allé sur Kickstarter et pas sur Indiegogo? En fait, on s'est dit que c'était la plateforme de référence aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne valident plus les projets, ce qui n'est pas forcément bien selon moi pour la plateforme, enfin, en tout cas pour les backers. Mais il y a quand même aujourd'hui une notoriété de Kickstarter qui est supérieure à celle d'Indiegogo. Globalement, quoi. Donc en fait, on est allé chercher la plateforme où on s'est dit, allez, là, on va toucher le plus de monde possible. C'est pas tant une question d'argent, c'est-à-dire que la part que ponctionnent Amazon et Kickstarter, ça joue moins que la visibilité qu'ils offrent. C'est à peu près comparable. De toute façon, entre Indiegogo et Kickstarter, c'est à peu près comparable. Je crois que c'est un peu moins sur Indiegogo. Mais par rapport à avoir son propre plan de com, alors voilà, mais sa propre page la com, ça coûte cher. De précommande, etc. En fait, si on fait sa campagne de financement participatif sur son propre site, ce qui est possible, ça s'appelle des self-starters. Ça nécessite un budget com considérable parce qu'il faut générer ce trafic vers votre site. Et c'est le même problème entre Kickstarter ou Indiegogo, il faut quand même générer son trafic. La plateforme en apporte un peu. Kickstarter, selon nous, c'était celle qui allait en apporter le plus. Et nous, on est une équipe on avait vraiment un budget extrêmement restreint. Du coup, on s'est dit, on va aller là où on aura le moins d'efforts à faire pour faire connaître le projet. Parce que c'était ça la grosse difficulté. Comment, depuis Paris, on va faire connaître notre projet dans le monde entier? Mais est-ce que ça ne nécessite pas justement des efforts supplémentaires? Puisque de toute façon, il faudra faire patienter pendant, là, c'est quoi, 6 mois, 1 an, avant que le produit sorte? Ça nécessite de la communication, ça nécessite presque un poste pour assurer tout ça, non? Ouais, c'est du community management. Il faut tenir au courant les gens de nos avancées pour les rassurer, pour qu'ils aient des nouvelles, tout simplement, parce qu'ils font un peu partie de l'équipe, entre guillemets. Après, c'est pas du marketing, quoi. C'est de la communication. Donc une newsletter toutes les semaines, c'est déjà beaucoup en fait sur les projets que on a pu étudier. Donc une newsletter toutes les 2 semaines, c'est quelque chose qu'on peut prendre parfaitement en charge. La communication dans le monde entier pour faire connaître un produit, c'est autre chose. Et j'ai l'impression à vous écouter, en tout cas, il n'y a pas tant de concurrence que ça entre les plateformes, plutôt des plateformes qui ont des domaines assez différents. Enfin, là, à t'écouter, la question de KissKissBankBank, par exemple, c'est pas posée, c'était Indiegogo ou ouais. Alors, ça veut dire qu'il y a chacun son champ de spécialité, en fait.
Non. Non, elles sont pour le coup pour les 4 premiers mondiaux, c'est-à-dire Kickstarter, dans leur Kickstarter, Indiegogo, KissKissBankBank, Ulule, on a on a exactement les mêmes catégories quasiment. Il n'y en a qu'un qui joue pas le jeu et qui met un merdier monstre sur le marché, et j'espère qu'un jour, du coup, ils paieront le prix, c'est Indiegogo. Parce que la règle numéro 1 du financement participatif, pour garder ce lien affect-naissance du projet, veut que si tu n'arrives pas à collecter le montant, l'argent est réduit. Là, sur Indiegogo, comme ils ont été complètement largués par Kickstarter, ils ont ouvert les vannes, et aujourd'hui, tous les 5, on décide de monter un projet bidon bien ficelé sur Indiegogo. Il y a 5 types qui nous donnent $50. On les garde. Alors qu'on n'a aucune chance. On va boire une pinte. Alors ça, c'est quand même affiché sur le projet. Il y a les 2 possibilités sont faisables. Et les backers savent à l'avance s'ils s'engagent dans un projet flexible ou fixé. Mais c'est pas ça. Mais je suis d'accord que quand on propose un projet, il est entier. On ne fera pas croire qu'on va livrer la moitié du projet. J'aurais pas confiance dans le financement d'un projet flexible de ce type-là. D'autant plus que c'est pas un dogme, c'est juste une réaction à un déficit de réussite par rapport à Kickstarter. Ils se sont dit, bon, on va ouvrir ce marché-là. Tous les projets, excuse-moi, de merde du monde sont sur Indiegogo. C'est juste pas possible. Et pour le coup, sur Kickstarter, nous on n'est pas là encore, mais sur Kickstarter, ils ont décidé de remplacer la sélection chez eux pour des questions de scalabilité, en se disant qu'aujourd'hui l'intelligence collective serait suffisante sur un montant taqué suffit. Et ils ont raison. Ça baisse un peu le taux de succès, ça augmente le volume, et finalement, si t'es pas crédible, t'es pas crédible. Mais si t'es pas crédible et que tu collectes 100 €, alors on rend les 100 € au Gugus et tout se passe bien, mais si t'es pas crédible et que tu collectes que 100 € et que tu te sauves avec pour boire un coup, ça n'a juste pas de sens. Et en l'occurrence, je pense que Indiegogo est en train de faire beaucoup de mal au secteur du crowdfunding. Alors après, pour finir sur ta question, on est généraliste, tous les 4. Donc on est sur les mêmes plates-bandes. Il y a une différence de marché qui est monumentale, mais on se cache souvent derrière le marché. C'est plus une question de culture que de marché. Parce qu'on a dépassé les 20 millions quand Kickstarter a dépassé le milliard. On a commencé en même temps. On a commencé en mars 2009, nous en septembre 2009. Donc du coup, il ne va pas y avoir autant de différence. Et en l'occurrence, la différence de marché devrait faire, je sais pas, x3, x4, x5, peut-être aller x10 grand max. Alors c'est x50. Et le x50, il est expliqué par l'appétence que peuvent avoir les anglo-saxons pour le risque, pour la nouveauté et surtout pour le financement privé. L'intégralité de leur pays est construite sur l'argent privé. Chez nous, tous les milieux culturels sont super subventionnés. Il a fallu expliquer aux gens que c'était plus le CNC qui devait financer le cinéma, mais que c'était les types en direct. Et quant à la tech, pour l'instant, l'évasion est quand même assez importante vers les États-Unis. Et on voit bien, chez nous, ceux qui financent la tech sont très proches en général, premier cercle, du type qui a le projet. Donc il y a une communauté chez nous qui est assez faible sur le sujet. Mais on a quand même les mêmes modes de fonctionnement. La différence s'explique majoritairement par un problème. Alors qu'est-ce qui est le plus porteur alors sur KissKissBankBank actuellement? Mais en fait ça dépend de ce que tu veux faire. Clairement, si c'est un produit tech aujourd'hui et que ton marché tu le penses américain, il faut aller sur Kickstarter. D'accord. La question se pose pas. Pour l'instant. Ce qu'on est en train d'essayer de créer nous derrière de plus en plus, à partir du moment où c'est pas si simple d'identifier ta communauté, et que ta communauté peut être mondiale ou qu'elle peut partir de la France, alors il vaut mieux partir de chez nous. Parce que ça peut être compliqué de transférer ta communauté, donc ton premier cercle, ton deuxième cercle, sur un marché américain avec une page en anglais par exemple, avec toutes les contraintes que tu as pour monter ta boîte locale, alors que chez nous tu peux collecter tes 20, 30, 40 000, 50, jusqu'à 150 000 €, puisque c'est le dernier exemple, mais je pense que ça pourra aller plus haut. Il faut qu'on arrive nous à être malins, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et j'espère qu'on y arrivera, à passer des deals avec des partenaires qui nous permettraient d'assurer la distribution des produits. Enfin, je donne une piste, mais ça nous permettrait de contrecarrer ça. Mais ça va prendre un peu de temps, et pour l'instant, encore une fois, premier cercle à driver, une communauté pas identifiée, on peut venir sur KissKiss. Si la communauté est identifiée américaine, il faut aller là-bas, pas de problème. D'accord. Ça nous fait donc un bel éclairage sur le financement participatif, pas forcément évident à appréhender du côté des backers, qui sont donc les participants au financement, comme du côté des créateurs qui doivent faire le choix entre diverses plateformes. Merci à vous Vincent de nous avoir accompagnés sur ce plateau. De rien, de rien. On va se quitter et vous remplacer par un autre Vincent avec lequel on va parler des applications de la semaine. Pour ces applications de la semaine, honneur à notre invité, Olivier. Alors, quelle est l'application? Je vois que c'est Stickero. Qu'est-ce que c'est Stickero? Alors, Stickero, c'est un jeu très simple qui consiste à
à fabriquer des petits ponts pour passer d'une plateforme à l'autre. Ah, il y a des pubs. Et en fait, alors, il y a beaucoup de pubs, effectivement. Je ne sais pas comment on l'enlève, voilà, faut payer. Voilà, normal. Et donc l'objectif du jeu, en fait, c'est de construire un pont de la bonne longueur pour atteindre la plateforme suivante. Et c'est tout. Ça rejoint un peu la famille des Flappy Bird et tous ces petits jeux qui se jouent avec un doigt sur une partie qui peut durer 20 secondes ou des heures. Ça a l'air facile, non? Non, je viens de perdre, alors dis pas quoi. C'est en général assez simple d'atteindre la première plateforme et puis après, la largeur de la plateforme suivante est plus étroite. Et donc du coup, il faut mieux estimer la longueur de son pont. Et donc c'est assez difficile en fait de faire des grands scores. Effectivement. Moi j'ai bien aimé, j'ai essayé tout à l'heure rapidement. C'est rigolo. En fait c'est addictif, rapide, oui, comme tous les petits jeux. Ces petits jeux à record comme ça qui beaucoup essaient de faire des petits jeux comme ça addictifs et finalement je trouve qu'il y en a assez peu qui arrivent. Et je trouve que celui-là, il s'en tire plutôt bien. C'est original. En fait plein d'ailleurs. C'est leur spécialité. Oui, et puis, voilà, c'est joli, c'est simple, c'est original. Voilà. Donc ça m'a pas mal plu. Donc gratuit forcément puisqu'il y a plein de pubs. Ouais. Bon, j'imagine qu'on peut l'enlever, mais bon, on peut jouer gratuitement. On se contentera de ça alors. Vincent, est-ce que tu joues cette semaine? Non, je joue pas cette semaine. T'es sérieux, hein? Sérieux, ouais. Et ça peut être très pratique en cas d'accident de la route. Il faut toujours remplir ce constat à l'amiable, ce bout de papier qu'on n'a pas forcément dans la voiture. Et il était temps que ce bout de papier se dématérialise et ça a été fait par le groupement des assurances français qui a créé une application Android, iOS pour remplir son constat directement sur son smartphone. Donc en cas d'accident, on le remplit sur un ou sur les deux smartphones ou même on peut faire une déclaration papier et l'autre se remplit sur son smartphone. Et après, c'est directement envoyé à son assurance. On signe à la fin avec son doigt sur son écran, on fait un petit gribouillis, parce que c'est pas forcément très simple de signer avec son doigt. Et il n'y a pas besoin d'envoyer le constat à son assurance, c'est directement envoyé. Alors au début, j'avais peur avec le petit croquis notamment, donc c'est moi qui l'ai fait. On peut voir. Quel artiste. Alors attends, faut que je me retourne. C'était très beau, effectivement. J'avais peur que ce soit un peu galère, vu que les traits sont fins, mais en fait finalement non, c'est assez intuitif et pour une fois c'est assez bien fait. On peut redimensionner la petite voiture, la flèche, positionner les éléments, le stop, etc. Au bon endroit et c'est assez pratique. Ça fait gagner du temps parce que en plus les informations personnelles sont déjà préenregistrées. Il faut le faire quand même au départ, entrer le numéro de permis. Ouais, mais même il a trouvé mon adresse. Alors je pense que ça doit être lié à mon compte Google peut-être ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est rapide, c'est pratique. Bon j'espère que tu n'auras jamais à l'utiliser quand même. Non, j'espère. Toi qui te déplaces plutôt à vélo, t'es pas très concerné, mais tu as sûrement une autre application pour nous. C'est vrai, moi j'ai ma conscience environnementale, donc du coup j'ai pas vraiment l'utilité de e-constat auto. Par contre, j'ai choisi une application qui est semi-utile. Quand je dis semi-utile, c'est dans le sens où c'est pas un jeu, c'est pas non plus quelque chose dont on va se servir dans la vie de tous les jours, mais qui pourrait être assez pratique. Il s'appelle 123D Catch. Et c'est fait par Autodesk. Et en fait là l'idée c'est de pouvoir modéliser en 3 dimensions un objet n'importe lequel à partir de son smartphone, donc pas besoin d'avoir un scanner 3D ou autre outil dispendieux. Là on peut se contenter de prendre un certain nombre de photos, donc il en faut au minimum 9 si je dis pas de bêtises, pour avoir une vue en 3D d'un objet. Donc ça peut être assez cool. Ça n'a pas l'air évident à faire, t'as réussi à modéliser bien un objet? Un Lego. Non mais c'est vrai que en fait c'est la même chose que prendre un photosphère ou un panorama assez long, mais dans le mouvement complètement inverse. C'est ton téléphone qui tourne autour de ce que tu prends en photo, et c'est vrai que c'est assez facile de se rater dans le sens où on n'est pas forcément exactement à la même distance. Faut être assez consciencieux. Bref, on va pas modéliser une jolie dame dans le métro, ça va être un peu compliqué. Un bug droïde aussi, ça a l'air difficile. Si un bug droïde, ça se fait bien, mais voilà, faut s'appliquer un petit peu. Voilà, moi je trouvais que c'était sympa et que les rendus étaient pas trop mauvais. On a quelques exemples assez réussis, d'autres un peu moins au milieu. Et en plus, après, ça permet de les imprimer aussi. Oui, c'est voilà, utile quand même. Exactement. On peut générer des fichiers qui sont compatibles avec certaines imprimantes 3D. Donc, par exemple, on vient d'acheter des Lego à Noël. On en a perdu un déjà. C'est la grosse crise familiale. Voilà, direct, voilà, on peut imprimer une pièce. Le piratage, c'est pas bien. Donc, ne faites pas ce que je viens de dire. Tu penses à tout le monde? Non, c'est très bien. Gaël, est-ce que tu nous as préparé un jeu? Non, pas du tout. C'est encore une application pratique et même qu'on attendait depuis très longtemps sur Android, c'est la possibilité de filmer son écran, l'écran de son appareil.
Donc autant prévenir tout de suite, c'est une application qui ne fonctionne que sous Lollipop, soit Sur ce Nexus 6, c'est parfait. 1% des appareils Android actuellement, mais ça ne devrait pas tarder à augmenter. Pour des raisons de permission. Pour des raisons de permission, essentiellement. En fait, c'est l'une des nouveautés de Lollipop, c'est de pouvoir enfin filmer l'écran de son téléphone, alors qu'avant, il fallait router son téléphone, c'était assez compliqué. Donc l'application, comment elle marche? Tu appuies dessus, et une fois que tu appuies dessus, tu as un petit menu qui arrive, J'ai une petite caméra, effectivement. qui est par-dessus tout, voilà. Et une fois que tu as juste appuyé, et ça enregistre. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties déjà depuis l'arrivée de Lollipop, mais des développeurs un peu rapaces l'ont fait payer, ou ont limité la partie stockage, ou ont codé avec les pieds. Enfin bon, ils sont précipités. Parfois plus de trucs, parfois plusieurs trucs en même temps. Voilà, parfois plusieurs trucs en même temps. Ce qui est bien avec cette application, c'est que, elle est légère, elle pèse 178 kg. Elle est bien faite, elle respecte les normes Material Design, c'est discret, les options sont nombreuses, les permissions se comptent sur les doigts d'une main de quelqu'un qui a fait le Vietnam, et il n'y a pas de limite de stockage, vraiment c'est nickel là-dessus. Si on a besoin de filmer son écran, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. C'est magique tout ça, j'en perds mes mots. Et bien très bien pour les applications de la semaine, je vois que vous avez très bien travaillé en tout cas. Sur tous ces utilitaires et ce jeu, merci quand même de nous avoir sauvés. Nous allons nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite à partager l'émission avec le hashtag Androtech et on remercie également Sony pour son soutien. On remercie en régie notre producteur Édouard Marquis, notre réalisateur Olivier Rousseau, assisté par Guillaume Vinour. En plateau, Gaël, merci. À la prochaine. Tu veux tellement retrouver ton OnePlus. Pod. Ouais, la semaine prochaine, bye. Vincent. À bientôt. Merci également à Olivier et à l'autre Vincent qui nous a déjà quittés. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut.